Bienvenue dans ce énième numéro qui aujourd'hui va vous présenter un livre, peut-être que vous avez entendu parler parce qu'il a été annoncé, La République de la Tourmente. Eh bien, ce livre est le fruit du travail acharné de Greg Cantinck. On se pose sûrement la question de savoir qui il est, mais ce que vous devriez savoir en résumé, en bref, c'est que Greg Cantinck est médecin, il est pédiatre, il est également enseignant à l'université de Lubumbashi. Il est conférencier, chercheur et il est également écrivain et poète. À qui nous disons bonjour et bienvenue. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc pour l'invitation et bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, Dr Gray, sûrement les téléspectateurs ainsi que les auditeurs seront étonnés. Je dis, mais un médecin qui écrit, qui est poète, qui est romancier. Comment est-ce que vous expliquez de la médecine à la littérature? Alors, c'est une question que j'entends souvent, comme si on devait cloisonner le médecin dans la seule case de celui qui soigne. En fait, la vérité, c'est que ma passion première était l'écriture. Donc, j'ai commencé à gribouiller depuis très longtemps et je me suis orienté vers une autre vocation, une autre passion pour devenir médecin, mais ma passion première est demeurée. Donc je continue à écrire jusqu'à ce que pendant mon cursus universitaire je formalise l'habitude de l'écriture et que ça en vienne à devenir des textes plausibles, acceptables, suffisamment potables pour, je l'espère, faire des livres qui soient maintenant disponibles pour les lecteurs. Alors avant qu'on continue, je me rappelle, il y a quelques années de cela, nous étions à la faculté de médecine, le jour de la présentation de Noir de sang et des échos éléments. Vous avez présenté ce recueil de poèmes, mais ce jour-là, tout le monde était surpris parce que c'est de la poésie que vous avez écrite lorsque vous étiez encore aux humanités. Racontez-nous un peu cette expérience, qu'est-ce qui vous a fait attendre jusqu'à finir votre cursus en tant que médecin pour maintenant enfin publier ces poèmes? Alors, quand j'étais jeune, beaucoup de mes amis se plaisaient à dire que j'étais un rêveur. Je l'assume. J'étais effectivement un rêveur et mes idées, j'aimais bien les mettre en mots. J'ai découvert, on va dire, la poésie très jeune. J'étais très passionné par déjà les grands auteurs, notamment les surréalistes un peu, et le genre Parnasse, le symbolisme. Donc il y avait toute la panoplie de ces auteurs qui m'attiraient beaucoup. À la base, je voulais faire comme eux. C'était un peu un exercice de style et de rêve. Alors comme je l'ai dit, j'ai pris goût, j'ai pris mon propre rythme et j'ai commencé à compiler quelques textes. Il y en a qui n'étaient pas très fameux, mais au fur et à mesure, certains ont pris de la veine. Et finalement, je continue à écrire et j'en avais un petit paquet. Maintenant, comme j'avais été orienté vers des études universitaires de médecine, je continuais d'écrire, mais c'était un peu comme une espèce d'aventure personnelle où ces manuscrits restaient dans mes tiroirs. Jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, mais ça fait quand même des textes que j'ai. Pourquoi ne pas les reprendre et voir si on peut en tirer quelque chose? C'est comme de là qu'est né les échos et les mots, une compilation des textes de ma jeunesse. C'était mon premier recueil de poésie. Il y en a d'autres d'ailleurs qui doivent paraître parce que mon tiroir est, je dois l'avouer, encore rempli de quelques manuscrits. Les échos et les mots sont sortis. Et disons que ma première expérience d'écriture était de la poésie. Et c'est sur le tard, durant mon cursus universitaire, donc après vraiment mes humanités, que je me suis mis à l'exercice de l'écriture du roman. Et mon premier roman, c'est effectivement Noir de sang. En fait, il n'est pas le premier, il est le premier à paraître, parce qu'avant celui-là, il y a un roman que je ne me suis pas encore décidé de faire sortir. Je pense qu'il sortira un jour. Et donc, la première aventure de parution, cette fois-là, a été Les échos et les mots pour la poésie, et Noir de sang pour le roman. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger autour du roman La République de la Tourmente. Et déjà, vous nous mettez en garde pour nous dire que c'est un livre qui fait partie d'une collection mémoire. Alors, cette collection, on retrouve notamment Noir de sang, Les Cris de la Terre. Et
vous avez tout de suite, il n'y a pas longtemps, vous avez parlé du symbolisme, et c'est vraiment ce symbolisme qu'on retrouve même dans la République de la Tourmente. Ce fait de pouvoir être tiraillé entre le réel et l'irréel. Par moments, les lecteurs nagent dans les délires et se disent, est-ce vraiment cette histoire est-elle vraie? Par moments, on se dit, est-ce vraiment, c'est imaginaire? Est-ce un style de Greg Cantingue d'écrire de cette façon-là? Alors ça c'est une question à laquelle j'aurais vraiment du mal à répondre parce que un jour j'ai assisté à une discussion des savants parce que moi je suis l'auteur, hein, donc c'est peut-être très difficile pour moi de me caser. Alors ces savants de la littérature essayaient de donner un nom au genre littéraire que je faisais. Ce n'est pas très facile peut-être pas facile à définir. J'aime appeler ça une fiction historique. Bon, enfin, je ne sais pas si ça existe. C'est quoi l'idée, pour moi, du moins? C'est le fait de m'inspirer des choses qui existent. On a le sentiment, en regardant les histoires africaines, qu'elles se ressemblent énormément. Et donc, on peut raconter une histoire qui est le reflet de ce qu'on a déjà entendu, qui case plus ou moins avec les grandes étapes de l'histoire africaine. Dans la série Mémoire d'Afrique, c'est plus ou moins ça l'idée. Prendre les grandes étapes de l'histoire africaine et les mettre en musique. Il ne s'agit pas forcément d'une histoire réelle, mais elle a un écho de véracité parce que dans l'histoire, on retrouve ces événements. Voilà. C'est plus ou moins ça l'idée, et j'ai le sentiment, en vous entendant parler, et c'est du moins ça l'objectif, qu'on retrouve les saveurs, et les teintes, les couleurs des histoires vécues dans notre Afrique. Et justement, moi en lisant, je vais d'ailleurs conseiller à nos chers amis téléspectateurs et auditeurs de venir chercher le livre parce qu'ils vont faire écho à d'autres ouvrages déjà parus, notamment celui de Victor Katemo, En attendant que Dieu se lève. C'est presque la même histoire, mais différemment racontée. Wit Molongo, avec La Révolution des femmes nues, presque la même chose, mais différemment racontée. Je citerai également Antoine Chitungu, avec Fleurs dans la boue, des mêmes réalités, mais racontées avec une certaine saveur. Est-ce que, docteur, pour vous qui écrivez, vous vous dites, s'il y a une ressemblance entre le réel et ce qui est dit comme fiction, n'y a-t-il pas cette peur-là de se dire, on ne sait jamais, la famille de X peut s'identifier au personnage, au bourreau dans l'histoire et peut poursuivre. Et vous ne jugez pas que ça semble être assez peut-être important, si je peux le dire, de dire toute ressemblance avec... c'est un peu trop réel pour être une fiction. Non, je crois que l'histoire est prévisible, tout simplement. C'est de l'histoire, et donc il n'est pas surprenant qu'on puisse retrouver des personnages dans lesquels on s'identifie. Certains disent, tiens, j'ai lu l'histoire de Mobutu, alors que parfois des Ouest-Africains racontent l'histoire de quelques personnages de leur pays qu'ils retrouvent dans le roman. Je trouve que c'est plutôt intéressant, hein, qu'on puisse, c'est pour ça que je dis l'histoire est prévisible, qu'on puisse si facilement se retrouver dans une histoire qu'on connaît quand on lit le livre. C'est pour ça que j'appelle ça l'histoire globale, ce sont les mémoires d'Afrique. Hein, des événements finalement qui se ressemblent et qui nous identifient. Et donc c'est bien si on s'identifie dans ces histoires parce que ça nous ressemble, c'est notre passé. Parce que l'objectif aussi indirect, c'est peut-être nous permettre non seulement d'aller dans la fiction, donc de nous plonger dans le rêve, dans l'imaginaire, c'est l'objectif d'un livre, d'un roman, mais c'est aussi d'avoir des échos des choses que nous avons vécues, de nous revoir dedans et de pouvoir en tirer des leçons peut-être ou de nous projeter dans l'avenir. Voilà. Et parlant de Mémoire d'Afrique, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. Qu'est-ce que Greg Cantingue attend de la lecture de ses romans? Qu'est-ce qu'il veut que son roman, qu'il fasse plaisir, qu'il instruise ou qu'il dérange un peu? Ah, ça c'est une très bonne question. Je n'ai jamais vraiment aimé me mettre dans la peau du moralisateur, du moraliste, du donneur de leçons. J'aime beaucoup me détacher de cette casquette. Certains disent que je suis un auteur engagé qui refuse de l'assumer. J'assume que je refuse de l'assumer. Je pense que le livre en lui-même permet à l'auteur de retrouver ce qu'il veut y retrouver.
si l'idée de départ c'est de partir de l'histoire, effectivement on tire des leçons comme on veut de l'histoire. Chacun, malheureusement ou heureusement, tire le drap de son côté. Alors ça c'est le travail du lecteur. Alors mon objectif en moi en tant qu'auteur, pourquoi je vais sur un angle historique, c'est peut-être parce que justement on se retrouve facilement dans l'histoire, on peut faire ce qu'on veut de l'histoire. Ça permet peut-être à certaines personnes de redécouvrir l'histoire qu'ils ont entendue, de l'avoir sous la forme d'une fiction et donc d'apprendre, un objectif éducatif, je l'espère, mais c'est surtout de permettre au lecteur de s'évader, de retrouver des mots, des sons, de revoir les choses dans l'angle d'un récit, d'un film, de s'évader tout simplement. C'est mon objectif premier. Le reste appartient au lecteur. Et aussi en lisant, c'est tellement dramatique qu'on se poserait la question de savoir est-ce que Dr. Gray ne voudrait pas que l'on adapte ses romans au cinéma? Ah, c'est une très bonne question. Ce serait intéressant, j'espère, hein, qu'on puisse un jour en arriver là. Je ne sais pas faire du cinéma. Ce que je fais, enfin, du moins je l'espère, ce que j'essaie de faire, c'est d'écrire. Le reste appartient à ceux qui pourraient le faire. Ce serait pour moi du reste un grand plaisir hein, de voir ces romans être adaptés sous une autre forme que la version écrite. En tout cas. Et alors on va entrer de plein pied dans le livre. Il y a un personnage principal, Damien, qui se trouve entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il ne sait pas s'il doit être tyran, s'il doit rester humain, il ne sait pas s'il doit rester vraiment humaniste ou être serviteur de la tyrannie. Et l'histoire, c'est que ça se ressemble un peu aux années 65-97 de la République démocratique du Congo, parce qu'on voit qu'il y a un monsieur, un capitaine, qui prononce un discours, et moi tout de suite ce qui m'a fait penser au discours au commissariat militaire. Parce que c'est un groupe de vaillants hommes de la nation qui prennent le pouvoir pour essayer de restructurer. Alors, docteur, c'est quoi la différence, par exemple, pour le tyran? Où se situe la différence, s'il y a cette différence, entre sa tyrannie et l'envie de pouvoir faire assumer cet ordre dans la nation? Parce que, d'après eux, ils partent du principe qu'ils sont là pour faire régner l'ordre. Oui. Alors, c'est peut-être une interrogation sur le côté noir qui peut surgir des tréfonds d'un être humain. Il y a une tentative d'explication de ce qui arrive à ce tyran, dans peut-être ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Un désir peut-être même honnête et sincère de changer les choses, de se libérer du désordre qui a pu exister, de se libérer de celui qu'on qualifie d'oppresseur. En même temps, le pouvoir a son propre, celui de griser l'être. Et malheureusement, lorsqu'il arrive à devenir addictif, de rendre une personne esclave de ce pouvoir, on en attend toujours plus. C'est l'histoire des tyrans du monde, de Hitler, de Staline, de Mussolini, où on en arrive à un niveau où on ne sait plus s'arrêter. C'est peut-être ce qui arrive à ce chef de la junte militaire, qui n'arrive plus à s'arrêter, qui veut s'accaparer de tous les pouvoirs et qui arrive à un point de non-retour, où il ne peut plus faire autrement qu'aller de l'avant et commettre le pire et encore le pire. C'est ce que j'ai comme l'impression qui arrive également à Damien, parce qu'il entre dans la machine et finalement il franchit le pas du non-retour. Exactement. C'est ce qui arrive à Damien, un garçon qui a un idéal, un rêve, mais qui, mis dans une circonstance particulière, aux prises avec un lavage de cerveau, arrive très difficilement à faire la différence entre le bien et le mal. Il y va pour servir une cause, mais cette cause en elle-même est une cause entre guillemets sale. Et il se prend dans un tourbillon de malheur qui le pousse à faire encore le mal et le mal, jusqu'à un moment où il s'interroge sur ce qu'il a fait de sa vie. Je ne vais pas spoiler la fin du livre, au lecteur de le découvrir. Ah oui, en tout cas. Et justement, quand on entre de plein pied dans le roman, on se rend compte qu'il y a de la révolte, qu'il y a de l'oppression également, et ça me fait penser au livre de Karl, La misère, l'oppression et la révolte,
Et il y a un extrait que je veux lire. Vous dites, c'est à la page 14, où vous dites « La connaissance est la substance nourricière de la liberté. Elle est une flamme qui éclaire, et quand on sait, il est difficile de céder longtemps à l'aliénation. » Quel commentaire faites-vous de ce passage? Voilà. Alors effectivement, connaître ses pouvoirs, connaître permet de balancer. Connaître permet peut-être de ne pas se laisser aller aux prises des influences. Alors c'est le pouvoir de la connaissance. Maintenant, tout peut être relatif, hein, parce que endoctriner les gens, c'est utiliser à mauvais escient la connaissance. Donc ajoutons à cette idée qu'il faut ajouter à la connaissance de la conscience. Ça permet probablement d'aiguiller correctement la vision du monde et de faire des bons choix. Et pour les critiques qui se lanceront à la recherche ou à l'examen de l'ouvrage, ils se rendront compte que la narration est extradégétique. On a comme l'impression que la personne qui nous raconte l'histoire est omniprésente. Elle ne juge pas, elle ne fait que raconter l'histoire. Alors, on peut poser une question aujourd'hui, est-ce que, Dr Gray, dans vos écrits, est-ce qu'il y a moyen de nous ressortir un peu une statistique entre le Gray et l'irréel? Question très intéressante. Il est très difficile, même pour un auteur qui voudrait ne pas juger, de ne pas juger. C'est très délicat. C'est un équilibre assez difficile. Pourquoi? Parce que quand c'est noir et qu'on doit décrire le noir, on dit c'est noir d'abord. Et du coup, c'est déjà un jugement qu'on porte. Alors maintenant, quand on regarde les choses sous le prisme de la morale, on voudrait probablement que le lecteur soit quelqu'un qui ramène le lecteur à la force du bien. Et malheureusement, l'auteur que je suis a ses propres sentiments. Et même si j'essaie de toutes mes forces d'y échapper, je pense qu'il reste toujours de ça dans le texte. Mais comme je le dis, l'objectif n'est pas d'être moralisateur, hein, mais de laisser finalement au lecteur son propre libre arbitre, son propre choix, et de retrouver plus ou moins ce qu'il pense être le bien ou le mal hein, dans le livre qu'il aura lu. Alors, ce qui arrive à Damien, il va, pour exécuter l'ordre, comme c'est un militaire, il faut simplement l'exécuter, mais il se rend compte que la personne qu'il faut exécuter, c'est une de ses idoles. C'est la personne qui l'adule, c'est un professeur d'université, et il le laisse partir. Il est pris en tout cas au dépourvu, soit tué ou n'est pas tué. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'une crise de morale ou une crise existentielle qui fait jaillir en lui une certaine conscience qui le laisse partir, Monsieur Théodore? Exactement, c'est un peu le déclic dans le roman, le point de démarcation entre l'homme qui a plongé pendant longtemps dans la noirceur et qui en arrive à se poser la question, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et c'est plus ou moins la contradiction que l'auteur a probablement voulu mettre en avant dans ce roman. Peut-être un espoir hein, pour quelqu'un qui a fait le mal, de se dire qu'il n'est jamais trop tard. C'est peu probablement ce qui arrive à Damien. Et il est devant un choix, celui de revenir en arrière ou celui de continuer à faire ce qu'il faisait. Donc c'est plus ou moins ça la contradiction devant laquelle se retrouve le personnage principal. Et les choix qu'il doit faire il est tiraillé entre ces différents choix-là. Et entre le choix de Damien, celui de Crispin, est-ce celui de Damien n'est-il pas trop tard par rapport au choix de Crispin qui est d'en finir avec les armes, de neutraliser le maréchal Zinga? Voilà. On a en quelque sorte une espèce de palette de sentiments que rencontrent les humains et leur manière d'agir face à l'adversité. C'est en réalité une interrogation sur la manière dont l'homme gère les choses. Certains les gèrent par la non-violence, certains par les armes, certains sont attentistes, certains pensent que résoudre les problèmes c'est ne rien faire. Tout cela c'est l'homme. Et chacun de ces personnages agit selon ce qu'il semble être la meilleure chose à faire.
Donc on a effectivement des personnages différents et des manières de faire différentes, qui est en réalité, je pense, un des reflets de la manière dont la conscience humaine et la manière dont on réfléchit nous pousse à agir devant des circonstances différentes. Et en lisant, je crois que les téléspectateurs, les auditeurs se rendent compte qu'à un certain moment, on sent qu'il y a cet apport de la médecine dans la narration, parce qu'il y a certains termes purement techniques, en tout cas médicaux, qu'on sent lorsque le narrateur est en train de narrer son histoire. Et est-ce que c'était une façon de se démarquer, de se dire tiens, je suis comme un médecin, il faudrait que les gens le ressentent? Peut-être pas, c'est un reproche qui m'est souvent fait. Je suis dans un univers où tous les jours j'écris des mots médicaux. Et donc ça devient presque assez spontané quand je dois décrire des choses, d'utiliser des mots de mon univers. Peut-être que je ne me rends même pas compte que l'expression est très médicalisée, mais c'est plus fort que moi parce que, vous savez, l'avantage de la médecine, c'est peut-être un des avantages qui m'a permis d'écrire, c'est le descriptif. En médecine, on apprend beaucoup à décrire les choses. Il y a des mots pour chaque chose. Et donc après, maintenant, lorsqu'il y a des événements ou des caractères pour lesquels des mots existent en médecine, c'est probablement plus fort, plus fort que moi, que de les utiliser. Pas forcément avec une intention volontaire de montrer le médecin, mais c'est tout à fait naturel et spontané qu'en tant que médecin, je décrive les choses avec les mots que je connais. Et parlant d'ailleurs de la description, on fait tout de suite allusion à Honoré de Balzac. On dit mais c'est Honoré de Balzac qui nous décrit parce qu'il y a des scènes qui sont décrites, on fait attention aux petits détails. On a comme l'impression que parfois les narrateurs est à la fois littéraire et à la fois il est espion, il est inspecteur de police. C'est comme s'il est sur une scène de crime, il inspecte tout avec un regard vraiment, non seulement de méfiance, mais un regard qui donne des informations assez nécessaires au lecteur. Et ce qui arrive à Damien, est-ce retournement de situation, il se retrouve à la place des oppressés d'autrefois? Est-ce le destin ou... Alors pour revenir déjà au premier aspect du descriptif et du narratif, j'aime ça. Hein. Certains sont las d'ailleurs. Certains sont las, ils trouvent que le descriptif prend le pas sur l'action. Mais j'aime beaucoup ce côté descriptif où on a un tour d'horizon sur les événements, on s'arrête sur les couleurs, sur les odeurs. Je trouve que pour moi, du moins, ça donne une certaine particularité à l'écriture. Il y a de ça que j'aime dans l'écriture. Alors pour revenir au retournement de situation que Damien subit, alors l'idée probablement c'est de mettre ce personnage dans une espèce d'ambivalence où il aura subi de manière très différente les différentes émotions que peuvent apporter les choix qu'on fait dans la vie. Donc il fallait pour moi dans ce roman à un moment qu'il y ait une peinture du caractère sombre dans lequel a vécu l'individu et de notre côté un questionnement sur une autre façon de faire les choses. Et je trouvais que c'était nécessaire dans un roman comme celui-ci pour que le lecteur finalement en arrive lui-même à ce questionnement de l'homme, des choix qu'on peut faire, de notre posture par rapport à la tyrannie et peut-être aussi me faire l'avocat de ces personnes qui, parfois malgré elles, on arrive à prendre des chemins qui les poussent à faire le mal. C'est un jugement, hein, malheureusement, involontaire, mais c'est comme ça que le texte est écrit. Et on en arrive à comprendre comment quelqu'un, comme on le dit, hein, qui est né bon, peut devenir mauvais, mais pas tout à fait mauvais parce qu'une conscience peut renaître tôt ou tard. Alors, une question qui bouleverse un peu, c'est le titre, La République de la Tourmente. Alors, quand on dit République de la Tourmente, dans la tête de beaucoup de lecteurs, je suppose, ça va faire coup de gueule dans la tête. Et c'est quoi le but du choix de la République de la Tourmente? Alors, oui, j'aime beaucoup le mot République, parce que la République implique l'ordre, le droit, la justice,
la démocratie. C'est un idéal, la République. Mais tout le paradoxe est dans le fait que ce mot a souvent été utilisé comme un vernis à beaucoup d'exactions. C'est ce qui arrive plus ou moins dans la République de ce roman, hein, où l'idéal de l'ordre masque en réalité beaucoup de choses qui ne sont pas des choses qui reflètent une république. Donc c'est un peu cette contradiction, encore une fois, qui, à mon avis, est bien résumée par le fait que nous ayons une république, mais qui soit en elle-même responsable de toute la tourmente que vit un peuple. Alors, nous cheminons petit à petit vers la fin de ces magazines. Doit-on attendre un autre roman qui ferait partie des Mémoires d'Afrique? Absolument. Mémoires d'Afrique se veut être une série littéraire, une pentalogie en fait. Hein. Nous avons déjà 3 romans, il en reste 2, 3 même, peut-être une hexalogie, je réfléchis encore là-dessus. Il y aura au moins 2, voire 3 romans à apparaître pour compléter la série Mémoires d'Afrique. Évidemment, il ne s'agit pas ici forcément de lire un roman après un autre comme on construit brique après brique une maison. On peut approcher les Mémoires d'Afrique par un roman. Les histoires sont liées les unes aux autres par le temps et par l'espace, mais ce sont des histoires indépendantes. Donc les lecteurs peuvent se rassurer. Mais j'ai aussi envie de faire autre chose, de sortir de ce spectre des Mémoires d'Afrique. J'ai quelques projets dans la tête là-dessus. On verra bien ce que le temps nous réserve comme surprise. En tout cas, les téléspectateurs, auditeurs et moi, attendons patiemment ce déclic-là dans les écrits de Dr Gray. Dr Gray, merci d'avoir répondu de manière affirmative à notre invitation. C'était un plaisir pour moi et j'espère que ce n'est pas la dernière invitation. Très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, vous l'avez certes deviné que c'est par cette dernière question que nous allons boucler ce magazine. Mais bien avant cela, si jamais vous êtes tenté, je vous recommanderais de passer à la librairie pour retrouver non seulement La République de la Tourmente, mais aussi les autres ouvrages parus dans la collection Mémoires d'Afrique. Et bien, la librairie se retrouve au niveau de l'avenue Lomami, numéro 48. N'hésitez pas de passer, faire un tour et vous délecter également de cette lecture des Mémoires d'Afrique. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la technique qui a été assurée par la sœur Marie-Justine, la coordination et supervision de Monseigneur Adolphe Soloci. Espérons vous revoir très prochainement. D'ici là, restez fidèles dans le programme. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.